Bonjour chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi la chaîne éducative du Mali. Votre émission spéciale La Cadence des Lettres a le loisir de vous présenter aujourd'hui un roman. Ce roman s'appelle La saga des rois maudits ou Le cimetière des illusions. Publié chez l'Harmattan en 2015, ce roman retrace avec finesse les bavures politiques et sociales d'une république imaginaire dénommée Fassoba, avec comme capitale Bamadougou. L'auteur de ce roman est un cadre supérieur, précisément un ancien ministre du régime de Amadou Toumani Touré. Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous recevons sur notre plateau M. Ndiaye-Ba. Bonjour. Merci, M. Ba. Avant de vous donner la parole, bien qu'il n'est pas facile de parler de soi, donc le mieux serait de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Qui est Ndiaye-Ba? Merci, M. Ba. Vous savez, d'abord, je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour cette émission. Parce que ici, les auteurs n'ont pas beaucoup d'occasion pour présenter leur roman. C'est très dommage pour la jeunesse, parce que nous, on écrit beaucoup. On aurait voulu aussi faire partager nos écrits avec la jeune génération. Donc moi, je m'appelle Ndiaye-Ba. Je suis né en 1952, précisément le 15 août 1952, à Kaï. Kaï, c'est la première région du Mali, la première capitale du Mali. Dans le roman, Kaï, c'est Néguédougou. C'est Néguédougou, oui. Néguédougou. Et comme toujours tout couleur, mes parents m'ont confié mon éducation à un maître coranique. Et ce maître s'appelait Oumar Ly. Et vous savez qui est Oumar Ly? Oumar Ly, c'est le père de l'écrivain Ibrahima Ly et le grand-père de Oumar Tatam Ly. Ah, je vois. C'est lui, Oumar Ly. Donc c'est avec lui que j'ai fait, c'est lui qui m'a initié aux écritures coraniques. C'est-à-dire chez les tout couleurs, parce que vous avez lu l'autre là, comment on appelle ça là, la Grande Royale, l'auteur de la Grande Royale, Cheikh Hamidou Kane. L'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. Exactement. Donc les tout couleurs commencent toujours par l'éducation coranique. Donc c'est dans ce cadre que mes parents ont confié mon éducation à Thierno Oumar Ly. Et après les études coraniques, donc mon père c'est Dougoutigui dans le roman. Donc ici je vois la saga des rois maudits Voilà. comme un roman autobiographique, un peu autobiographique. Ok. Mais vous savez, le roman c'est la synthèse de la fiction et du vécu. Bon, donc mon papa m'a... Donc j'ai fréquenté après l'école de Kaini. J'ai eu mon DF et je suis allé au lycée Askia Mohamed. En septembre 1968. L'année du coup d'État. 1968. Et j'ai fait la 10e lettre moderne. Ensuite, il y a une restructuration, un regroupement des filières. Donc ceux qui faisaient russe, allemand comme deuxième langue, se sont retrouvés, ont été orientés au lycée de Badara-Bougou. Et ceux qui faisaient espagnol sont restés au lycée Askia. Donc moi, je faisais comme seconde langue l'allemand. Donc je me suis retrouvé au lycée de Badara-Bougou en 11e lettre moderne. Et j'ai fait donc, la première partie du bac, lettres modernes. Ensuite, la deuxième partie, philosophie et langue. Donc en 1972, septembre, on donnait la bourse aux meilleurs élèves et j'étais orienté en France pour faire interprétariat, donc langue. Donc on m'a orienté à Nice, à l'université de Nice, sur la Côte d'Azur. Voilà,
c'est ce que j'ai vu sur votre CV. Voilà. Donc, parallèlement aux études littéraires, vous avez eu à faire d'autres études. Je vais vous expliquer, ça va venir. Okay. Donc j'ai commencé à Nice. Mais dans le roman, ce n'est pas Badjanguine, mais je pense Baradji, qui a pris le bateau clandestinement et qui a débarqué à Marseille. Quand il est venu à Marseille, il a vu, il dit que mais ce n'est pas trop différent d'Afrique, ça. Le climat. Donc il a regardé, il dit bon, moi je vais à Caen. Donc c'est exactement ça. Moi, quand j'ai débarqué à Nice, le climat était identique pas identique, mais un peu plus doux qu'ici, mais je n'étais pas très dépaysé. Parce que moi, je m'attendais à voir la neige, je m'attendais à voir la grêle, mais je ne voyais, il n'y avait rien de ça. Donc j'ai regardé la carte. J'ai dit, moi, il faut que je me plonge. Donc cette curiosité, c'était uniquement pour au moins découvrir davantage. Oui, non, c'est pour être dépaysé. Pour être dépaysé. Vraiment vous avez eu le sentiment de vous que je n'étais pas trop dépaysé à Nice. Nice, c'est comme l'Afrique, le Maghreb. Le climat, c'est le climat méditerranéen. Donc, beaucoup de pluie, beaucoup de soleil. Et comme ça, vous êtes parti à Caen? Donc, j'ai regardé la carte, j'ai dit, bon, Caen, c'est trop au nord, et puis ce n'est pas loin de l'Angleterre, comme j'ai fait langue. Donc, je suis allé à Caen. Donc, j'ai obtenu le diplôme d'études universitaires générales en anglais. Ensuite, j'ai fait une licence en anglais. J'ai fait une maîtrise en anglais. Et je suis monté à Paris. Parce qu'à l'époque, il fallait souligner que les enseignants étaient très maltraités sous le régime de Moussa Traoré. Parce qu'une maîtrise en anglais, ça me donnait... J'étais condamné à venir enseigner ici. Et je me suis dit que... Bon, sauf la craie. Non, parce que les enseignants, non seulement ils étaient maltraités, mais ils n'étaient pas payés. Ils ne touchaient pas régulièrement leur salaire. Donc c'était un peu difficile pour les enseignants. Donc j'ai dit, bon, écoutez, moi, je vais essayer de faire autre chose pour compléter. Mais quand je suis allé à Paris, je n'ai pas trop changé. J'ai fait un diplôme. Je suis allé à Paris, Paris 3, Sorbonne Nouvelle. C'est la partie de la Sorbonne qui fait littérature. Donc j'ai fait la littérature africaine là-bas et j'ai eu un diplôme d'études approfondies en anglais. Bon, c'est là où j'ai regardé, j'ai dit, bon, je vais toujours continuer à obtenir d'autres diplômes. Combien de temps vous avez fait en France pour vos études? En France, j'ai quitté ici en 112, je suis rentré en 86. Début 85, quoi. Je suis rentré en 85. En 85. Ouais. Donc, depuis 85, vous avez essayé de militer, ou bien, comment dirais-je? On va revenir. Donc, les études. Donc, j'ai fait donc, ensuite, je suis allé à Paris 8. Lycée de Paris 8. J'ai fait une licence et une maîtrise en sciences politiques et juridiques. Ensuite, je suis allé à Paris 1, Sorbonne. J'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité et finance. Voilà. Donc c'est pourquoi. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai milité ici déjà. J'ai milité au lycée de Badlabougou. En tant que? Non, en tant qu'étudiant, pour revaloriser nos conditions. C'était dans l'UNEM ou bien c'était... Non, c'était dans... Non, à l'époque, il n'y avait pas de nom. Ah, okay. C'est après que ça a été un peu politisé. Sinon, avant, c'était juste pour revendiquer. Revendiquer nos droits. On était tous à l'internat. On revendiquait pour obtenir des tenues scolaires. On revendiquait pour que le menu gastronomique soit plus relevé. Donc, c'était ça. Et on militait aussi pour être dans de bonnes conditions d'études. Donc tel n'était pas le cas à Paris? À Paris, quand je suis venu, j'étais tout de suite pris en charge
par les anciens. Ok. Donc, dont Feu Ibrahim Boubacar Keïta, L'ancien président, Ali Nounou Diallo, bien sûr, c'est eux qui nous ont formés. Samadaga, donc c'est eux qui nous ont formés. Ils nous ont formés au militantisme. Et j'ai milité dans l'ASMF, Association des étudiants et stagiaires maliens en France. Et là, on militait contre le régime de Moussa Traoré. Donc, après, j'ai dit qu'après les études, j'ai dit, mais il faut que je rentre maintenant. Il est temps de rentrer. C'est comme ça que je suis rentré. En 1985-86. Oui, 85, fin 85. Fin 85, début 86. Voilà. Et c'est à partir de ce moment maintenant que vous êtes affilié dans des... comment dirais-je? C'était au moment où l'association, le parti politique là était en herbe. D'abord, c'était pour le multipartisme. C'était le régime du parti unique. Moi, quand je suis venu, j'ai été embauché par CFAO. La CFAO que vous connaissez là. Et plus précisément sa branche 2 roues, c'est-à-dire l'usine qui fabriquait les motos, les vélos, tout ça. L'industrie malienne du cyclomoteur IMASI. C'est sur la route de Amdalaï là. Voilà. Donc je vous rappelle que vous avez été ministre. Merci vraiment pour une présentation aussi brève que ça. Bien que littéraire de formation, la question, après avoir lu le roman La saga des rois maudits, ça n'a jamais vraiment été, au moins c'est facile pour moi de comprendre. Il fallait chercher à savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire La saga des rois maudits ou Le cimetière des illusions. Qu'est-ce qui vous a inspiré à prendre le stylo? Parce que durant tout ce temps, j'espère qu'il n'y a pas eu de roman en votre nom, mais juste après votre fonction de ministériel, ce roman a surgi. Pourquoi? Bon, d'abord, je vous remercie pour cette question qui est très, très intéressante. Vous savez, on n'a pas parlé de la révolution de mars 1991. La révolution de mars 1991, on était les frères de lance, le Sénat Association. Vous avez été membre? Moi, je suis membre fondateur du Sénat Parti. J'étais membre du Sénat Association. Et c'est nous qui avons fait la marche, la première marche, pour revendiquer la liberté, la démocratie, le multipartisme au Mali. Donc vous étiez avec Maître Muntaka Tall. Il y avait aussi Hamidou Diabaté. Hamidou Diabaté, il y avait docteur Amadou Babassi. Non, il y avait Hamidou Diabaté, il y avait surtout Maître Muntaka Tall, Modibo Kadjoké, Fanta Manchini Diarra. Voilà, donc c'est nous. Donc vous avez démystifié Moussa à l'époque? Non, on était très jeunes. Donc on voulait que les choses bougent dans ce pays, changent. Donc pourquoi la saga des rois maudits en 2015? En 2015, quand j'ai quitté les fonctions ministérielles, pour moi, la révolution qui s'est passée au Mali, les acquis, pour moi, sont irréversibles. Donc la démocratie a été obtenue au prix du sang. Il y a eu des martyrs. Et moi, je ne pensais pas qu'un jour, il y aurait un coup d'État dans ce pays encore. D'où l'expression le cimetière des illusions. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, pour moi, il n'y aurait pas eu de... Il ne peut pas avoir c'est-à-dire, la démocratie avait atteint un point de non-retour. Et subitement, un coup d'État contre ATT. Mais malgré tout, dans ce roman, vous avez beaucoup énuméré le népotisme, la mauvaise gestion. On va en venir. Voilà, donc vous avez énuméré tout ça, surtout à travers le personnage, le héros du roman. Oui, Badjangene. Exactement. Il y a une deuxième question aussi qui est là. Ma question n'a pas été répondue. Oui. Pourquoi? Donc pourquoi? Donc, je me suis dit que donc, aucun pouvoir dans le pays là, les pouvoirs sont... J'étais un peu déboussolé, il faut dire.
très déboussolé par ce coup d'État. Donc c'est ce que vous avez poussé à écrire. De formation littéraire. Je vous ai expliqué ma formation. Oui. Je suis un littéraire pur. Bien que je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais enseigné, mais je suis un littéraire pur. J'ai toujours travaillé dans la finance. Parce que j'étais le directeur adjoint du groupe CFAO, chargé des finances, pendant près de 17 ans. Donc, j'ai dit, écoute, je vais essayer d'écrire quelque chose. Okay, merci beaucoup. Et donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc la saga de Ouramodi ou le cimetière des illusions est le fruit de ce quelque chose dont vous avez proposé à la société. Merci. Et donc, la saga, j'ai pas fini. La saga de Ouramodi, c'est la quête d'une démocratie introuvable. Dans le roman, il y a un personnage qui dit que au Fasoba, la démocratie ressemble à une ligne de crête d'un horizon lointain. Au fur et à mesure qu'on s'y approche, elle s'éloigne de vous comme un fantôme fugace. Exactement. Donc ça veut dire que c'est la démocratie introuvable. Donc introuvable. Introuvable. Merci. Et le personnage, le héros, Bandianguiné, qui va commencer sa jeunesse d'abord à Néguébougou, puis en France, et après les études, il va revenir au pays natal. Donc il trouvera vraiment que le champ était déjà défriché par un certain Kéfi, qui était déjà... Kéfi. Voilà, le président Kéfi. Bon, lui, il va céder le trône à Bandianguiné. Bandianguiné va régner durant un long moment, jusqu'à la fin, après, son régime serait au moins... son régime va chuter par un coup d'état médical. Mais le héros, qui est Bandianguiné, il est l'incarnation de quelle personnalité politique dans l'histoire du Mali? Bien vrai que le roman est un reflet de la société. Bon, c'est Stendhal qui disait que le roman, c'est comme un miroir qu'on promène le long de la rue. Donc Bandianguiné, moi, il me fait penser à Modibo Keïta, le président Modibo Keïta. Quand vous prenez... Donc c'est Modibo Keïta qui est Bandianguiné? Bandianguiné, c'est lui. Quand vous prenez sa taille, quand vous prenez son intelligence, quand vous voyez, c'est un bon nageur. Un bon nageur, oui. Parce que le président Modibo Keïta a sauvé la vie au président béninois, Émile Derlin Zinsou, à Sébécotan. Donc la partie a fait allusion au moment où il y a un certain Tchernel qui voudrait... Tchernel, c'est mon ami. Le roman là, il est autobiographique. Tchernel, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. Si je comprends, c'est un condensé de votre jeunesse. Yes, voilà. Avec la vie politique. Donc il y a vous, dans Bandianguiné, il y a d'abord l'auteur, il y a Modibo Keïta. Ouais, voilà. Et par la suite, il y a eu Koulandian, un militaire qui... Oui, il y a Koulandian, c'est la bande de trois. Il y a Koulandian, il y a Maridje et il y a Mokola. Mokola, oui. Les trois. Et ça me rappelle, c'est Moussa Traoré. Moussa Traoré, donc qui a pris la bande de quatre, la bande de trois. Kissima, Tchekoro et Karim. Donc subitement, la bande de trois. Le Modibo Keïta, le personnage de Bandianguiné, va encore se saper du même, comment dirais-je... Non, parce que c'est Kéfi, c'est le président Kéfi qui les a arrêtés. C'est pas le roman là, c'est pas pour faire place nette à Bandianguiné. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Hein? Ok. Donc, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Mais la fin de Bandianguiné, vous avez proposé un coup d'état médical, chose qui ne s'est jamais déroulée au Mali. Pourquoi? Comme je vous dis que le roman c'est une fiction, je ne voulais pas... Vous savez, le roman, le romancier, l'écrivain, d'abord c'est un témoin de son temps. Et il délivre des messages. Je ne veux pas délivrer un message à la postérité, à la jeunesse. La culture du coup d'État. Sanglant. Il fallait faire sortir Bandianguiné par la grande porte. Sans l'humilier. Voilà. Ça, c'est notre culture.
par la culture, par l'humiliation. Pachangina, il a fait ce qu'il a pu faire. Il est comme sollicité par certains, Voilà. tels que Mourant a fait. Il s'est sacrifié. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il était major de sa promotion en France. Oui. Il s'est marié à une Normande. Une bourgeoise normande. Il pouvait rester là-bas, faire sa vie. Mais il a refusé. Il dit qu'il faut qu'il aille au pays. Il retourne au pays. Donc il n'a pas pu résister aux sirènes de retour. Donc il est parti, il est retourné au Mali. Il a même commencé à avoir une villa qui lui avait été ouverte en Normandie. Voilà, il a refusé tout ça. Il est revenu. Pour la patrie. Voilà, pour la patrie. Pour l'amour de la patrie. Pour l'amour de la patrie. Donc j'ai dit qu'il ne faut pas humilier un tel personnage. Donc le coup d'état médical, c'est le président Bourguiba. C'est quand Ben Ali a fait un coup d'état médical au président Bourguiba. Il est venu dire, président, bon, vous n'êtes plus capable physiquement de tenir ce pays. Hein, nous, à partir d'aujourd'hui, l'armée prend le pouvoir. C'est ça. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes jusqu'à présent avec une personnalité politique de notre pays, écrivain, littéraire de formation. Donc la saga des rois maudits, jusqu'à présent nous sommes dans ce train. Et encore, il y a d'autres personnages vraiment que j'aimerais faire surgir. Ça, c'est Djina Massa. Ça qui est un ermite, un prédicateur. Djina Massa n'est ni un prédicateur, ni un marabout, ni un féticheur, ni un prêtre. Djina Massa, c'est un chaman. C'est un chaman qui vit à l'écart des turpitudes de ce monde-là. Il ne veut pas être souillé. Il ne veut pas être souillé par les péchés de ce monde-là. Il devait être très proche de Dieu. Ce n'est pas un musulman, hein? Voilà. Il voulait être très proche de Dieu. Il vivait dans la crainte de Dieu. Djina Massa. Et Djina Massa. Et tous les politiciens dans le roman iront lui consulter. Voilà, mais chaque occasion. Vous n'avez pas fait le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça. Tous les ministres, moi je me rappelle un jour, le président ATT, en conseil de ministres, il a dit que bon, il va faire un remaniement. Il va faire un remaniement. Il demande au ministre, bon, économisez vos sous. N'allez pas égorger des bœufs, bien égorger des poulets. Moi, j'ai pris déjà ma décision. C'est ça. Donc les sacrifices, là, c'est pour se maintenir. Le pouvoir va avec cette culture-là. En Afrique. En Afrique. C'est ça. Le pouvoir, c'est ça. Il faut être au centre du pouvoir pour connaître ça. Donc dans ce cas, il y a une partie aussi qui me vient à la tête. Ça, c'est au moment où vous avez occupé le fauteuil du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Pendant 9 ans. 9 ans, oui. Et pendant ces 9 années, vous faites partie, vous avez délégué même vous avez fait une délégation pour aller restituer un masque Dogon. Ouais. Surtout, c'était pour restituer, mais le patriarche de Dogon avait refusé. Ouais. Vous étiez commanditaire même de... Voilà. Donc, comme je vous l'ai souligné déjà, le roman, c'est toujours la synthèse de la fiction et du vécu. Quand j'étais ministre du Tourisme, un jour, je visitais les pays Dogon. Je vois une équipe d'Antenne 2 qui était là, qui était en train de faire un reportage. Ils ont récupéré un objet Dogon, c'est-à-dire un objet volé. Ils ont voulu le restituer. Ils ont voulu le restituer à ses propriétaires. Et je me rappelle, c'est Madame Mariam Sey qui représentait l'ORTM ce jour-là. C'est elle qui m'a expliqué ça. Donc, mais le Ogon dit que lui ne prend pas. Il dit que cet objet déjà est désacralisé.
Il faut tout un processus. Une partie du roman fait allusion. Voilà. Ça, c'est au début. Il faut tout un processus pour le resacraliser. Donc, en attendant, ils peuvent le mettre au musée. Quand ils vont terminer leurs incantations, les rites, pour le resacraliser, ils vont le récupérer. Voilà. Jusqu'à présent, l'objet est au Musée national de Bangkok. Voilà. J'ai eu la chance de visiter. Exact. Encore, on continue. Et surtout, voilà. Donc, c'est le cas de Djiné Massa, ça, c'est plus que jamais d'actualité. Le régime même... Non, Djiné Massa, tellement il est pur. Lui, il voulait une gouvernance parfaite. Peut-être qu'il n'existe pas ici. Qui n'a jamais existé. Lui, il voulait une gouvernance parfaite. Le respect du bien public, l'équité et l'intégrité morale et tout ça, c'est ce que Djiné Massa voulait. Et Bouna Massa a prédit ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, c'est comme une prophétie. Hein, ouais. Non, c'est une prophétie. Non, c'est un chaman. Un chaman, il fait aussi des... Donc, pour le respect du bien public, il y a deux personnages aussi qui surgissent dans votre roman. Il y a d'abord Nti qui est issu de Senghebouni. Là, lui, il a vécu toute sa vie dans la pauvreté. Le jour où l'occasion viendra seulement, il va demander au capitaine. Parce qu'après le coup d'État militaire, après le coup d'État médical, c'est le capitaine qui va prendre la tête de l'État. Ouais. Et Djiné Massa va leur intimer l'ordre de céder le pouvoir. Voilà. Durant 3 jours. Quoi. Il va leur donner un délai de 3 jours pour essayer de le pouvoir. Mais Nala et Nti, surtout Nala aussi, est parti de rien. Donc pour devenir un grand quelqu'un, ce grand quelqu'un-là ne va jamais chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut pour le pays. Mais il y a une question qui m'est venue à travers ces deux personnages, c'est de vous demander, en tant qu'ancien ministre, est-ce que le népotisme est dissociable à un régime démocratique? À la gouvernance d'un pays. Mais bien sûr. Les régimes les plus... Il y a népotisme et népotisme. Il y a népotisme. Il y a népotisme et népotisme. Il y a népotisme pour placer ses proches qui sont incompétents, qui n'ont aucune compétence. Mais vous les placez au poste clé de l'État, sachant qu'ils ne sont pas capables. Il y a l'autre népotisme qui cause à prendre ses propres parents, mais qui ont les compétences requises. Vous prenez par exemple Chirac, il y avait sa fille qui était à côté de lui. Mitterrand, il y avait son fils qui était à côté. Hein? Mais népotisme et népotisme. Bon. Mais pour Djiné Massa, c'est-à-dire pour lui, ce n'est pas la démocratie à l'occidentale. Non. C'est une démocratie à l'africaine, fondée sur nos propres valeurs. C'est ça. Parce que nos démocraties, pourquoi ils ont échoué? Parce qu'on a plaqué la constitution de la Ve République. Hein? Ici, c'est du mimétisme. Ils ont fait du mimétisme. La Ve République française. La Ve République française. Quand De Gaulle a pris le pouvoir, c'est cette constitution-là qu'ils ont amenée ici. Les régimes qui se sont succédés... Ils n'ont pas changé encore. La même constitution existe. Il faut la revoir. Ça ne correspond plus à nos réalités. Ok, grand merci. Donc, le personnage de Nala, parce que vous savez, Nala était le fils d'un mendiant. Oui, c'est un mendiant. Bien sûr. Son père était un mendiant. Du jour au lendemain, il a abandonné les études. Voilà. Il a disparu après, il est revenu avec beaucoup de fortune. Et puis, il a même occupé des postes clés. Mais ce que Djiné Massa a eu à dire, la prophétie se réalisera par la mise en place des commandos invisibles. Invisible, voilà. Ce commando invisible est soutenu par Mouganta Faye, en secret. Parce que quand Mouganta Faye parle, c'est un personnage féminin dans le roman, qui va représenter Nyeleni aussi. Donc tous étaient d'accord que les commandos invisibles fassent leur travail. Je peux même dire que c'était un réseau qui avait été mis en place par Mouganta Faye et Nyeleni, Samou et d'autres jeunes qui voudraient le vrai changement. Baraji. Qui voudraient le vrai changement, qui ont voulu le vrai changement. Et ce vrai changement va aboutir à la mise en place de commandos invisibles. C'est ces commandos invisibles même qui vont mettre fin à la vie au capitaine quand ils vont refuser de céder le pouvoir.
Donc, parallèlement à tout ça, voulez-vous faire allusion à quoi, conformément au processus politique des années de l'indépendance à nos jours? Il s'agit de quel événement dans notre pays? Non, ça veut dire que c'est une leçon que nous devons tirer. Parce que quand un roman, il y a toujours des leçons à tirer. Et le Nala là, dont vous parlez, Nala a existé. Nala a existé. Nala était avec sa maman, qui était perclue. Et sa maman s'agrippait à lui, et puis ils allaient de maison en maison pour quémander. Et c'est ce Nala-là qui, à la faveur de la révolution, là, est devenu subitement riche. Et il se moquait des gens. Il leur donnait de l'argent comme ça, des billets de banque. Là, vous faites allusion à quelle révolution? Parce qu'il y a eu beaucoup. Non, c'est-à-dire la révolution, ça c'est la révolution dans le roman. Donc pas dans la révolution? Non, ça, bon, c'est la révolution active de Modibo Keïta. Il distribue, il dit que je vous ai offert ça au nom de la souffrance que mon père a vécue. Voilà, la vengeance. C'était la vengeance. Mais à la mort de Capitaine, parce que Capitaine serait assommé par un coup de fusil. Il serait abattu par les commandos invisibles dans un bar du quartier de Senghebougouni. Le fou qui viendra prendre la parole et demander à la population qui commanderait la tête du pays, il voudrait qu'on intronise. Voilà. Il y a un fou qui a prétendu avoir le pouvoir. Bon, vous savez, la vérité vient toujours de la bouche du fou. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont peur de rien. Donc, lui, il a dit la vérité. Il dit que si c'est comme ça, lui-même, il se proclame président aujourd'hui. Il rappelle. Les gens sont venus aussi l'écouter. Et il rappelle tout ce qui s'est passé. Il dit, bon, maintenant, moi aussi, je suis le président. Et le capitaine, c'est Sankara. Le capitaine, c'est Sankara. Quand il s'est réfugié dans sa grotte avec sa guitare, Sankara est un grand mélomane. Un très grand mélomane, Sankara. Et les grands travaux qu'il a commencés, il y a du ATT là-dedans, mais il y a aussi du Sankara là-dedans, parce que Sankara, il voulait lancer un projet de chemin de fer pour désenclaver le nord du pays. Il avait même commencé. Et vous avez vu les grands travaux aussi de ATT. Donc le personnage du capitaine, c'est tout ça. Merci. Et donc, après la mort du capitaine, le fou viendra prendre le pouvoir. Mais vous dites que le capitaine, il y a deux personnages là-dedans. Mougan Tafé, d'abord de par... Une dame... parce qu'elle c'est une mulâtresse. Oui, c'est une mulâtresse. Ça, c'est du Jerry Rawlings. Qui est né d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. Et Mougon Tafé est né d'un père soudanais, malien, et d'une mère française. Nyeleni alors? Nyeleni qui avait refusé les avances de Koulanga. Voilà, mais Nyeleni, je me suis inspiré de la saga de Ulysse, Pénélope, qui refusait les avances, qui attendait toujours le retour de Ulysse, son mari Tchefolo. Voilà. Koulanga, ça c'est Karim Dambélé. Marié, c'est Tchekoro Bagayoko. Et Mogola. C'est Kisima Doukara. Voilà. C'est des gens que vous avez connus. Voilà. Donc si je me permets, c'est une synthèse de votre vécu dans l'histoire de ce pays, en même temps le portefeuille que vous avez occupé au sein du régime de Amadou Toumani Touré. Donc, mais après, en dehors de ce roman, je vois que ce roman est focalisé uniquement sur la quête d'une démocratie introuvable. Et surtout, ça a été préfacé par l'ex-première dame du Mali. Que je remercie au passage. Adam Ba Konaré. Je remercie ma grande sœur. Adam Ba Konaré.
qui a vraiment préfacé le livre. C'est un peu paradoxal avec la situation actuelle du Mali, le fait qu'actuellement, il y a un militaire qui est au pouvoir. Les militaires ont accédé au pouvoir par un coup d'État, et ce coup d'État est tellement rejeté hors du pays. Mais vous savez, toute la population du Mali s'est arrangée derrière le coup d'État actuel. Ça, c'est en dehors du roman, quoi. Ouais. Donc, est-ce que la démocratie que vous êtes en train de prôner dans le roman n'est pas paradoxale avec l'actuelle situation du Mali? Non, moi je supporte ce régime-là, le coup d'État-là. Parce qu'il a mis fin à un régime qui était en train d'enfoncer le Mali. Le Mali était en dérive. Mais heureusement que ces jeunes militaires-là sont venus. Sinon, le pays, c'était fini. Les Français n'ont jamais mis pied au Mali depuis le régime de Modibo Keïta. C'est Ibeka qui les a ramenés ici. Je m'excuse, il est mort. C'est la première fois que je vois son fils, un fils, qui fait ce qu'il veut. Une famille qui fait ce qu'elle veut de ce pays. C'est devenu un jouet entre leurs mains. Donc ce régime, tout patriote, doit soutenir ces jeunes militaires-là. Surtout, ils ont mis leur régime sous le sceau de la refondation. Effectivement, il faut les Maliens, il faut qu'il y ait une refondation de notre pays. Si possible, à travers une 4e République. Oui. Mais quand moi je vois actuellement, moi je suis inquiet, je bats. Pourquoi? Je suis très inquiet quand je vois la jeunesse actuelle. Je suis très inquiet. Les gens ne lisent plus les livres. L'éducation est laissée pour compte. L'école est en lambeaux. Il faut réhabiliter tout ça. C'est pourquoi je dis que ces jeunes-là, je les soutiens parce qu'ils ont commencé à réhabiliter les salles de classe. Que cela soit continuel. Voilà. Ils ont commencé à rééquiper notre armée. Et vous avez vu, ce que les Français n'ont pas fait en 8 ans, ils sont en train de faire ça en 6 mois. Donc je dis que ce genre de coup d'État, c'est des coups d'État salvateurs qu'il faut appuyer. Voilà. Merci beaucoup. Donc avant, notre émission tire vers sa fin. Donc sur ce, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez comme mot? Bon, moi c'est un appel que j'ai à lancer à tous les Maliens. Notre cher pays, le Mali, que nous avons en commun. En commun est en danger. Ces fondements existentiels sont menacés. Moi, je demanderais à tous les Maliens de penser à ce pays-là, de mettre le Mali au-dessus de tout. Mettons entre parenthèses nos égos, nos petits calculs et pensons au Mali. Pensons à sauver le Mali. Pensons à ces réfugiés qui n'ont plus où loger, qui meurent de faim. Dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Libérons ce pays-là. Donc c'est pourquoi j'ai fait appel à tout le monde, à la classe politique, à la société civile, aux enfants de ce pays, aux femmes de ce pays. Donnons-nous la main pour bâtir un nouveau Mali. C'est possible. C'est possible. Et le capitaine d'un roman qui correspond pour moi aujourd'hui au colonel Assimi. Assimi Goïta. Exactement. Il est en train de faire la même chose que le capitaine dans le roman. Donc, soutenons ce régime et 2 ans, 3 ans, d'ici là, on aura assaini la situation de ce pays et il y aura, là on peut parler de vote et de démocratie. On va renouer avec la démocratie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous arrivons en termes de notre émission. Merci. Donc nous étions avec la saga des rois maudits ou le cimetière des illusions.
un roman publié en 2015 chez l'Harmattan. C'est un roman publié en 2015 chez l'Harmattan. L'auteur, on était avec l'ancien ministre Ndiaïba. Quand même, merci pour votre attente, nos chers téléspectateurs. Merci pour votre accompagnement. Si exister est égal à s'endetter vers l'avenir, le devoir de tout bon citoyen serait de se préparer pour l'affronter. Car on ne prépare pas l'avenir, mais on se prépare pour l'avenir. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme en compagnie de la chaîne éducative du Mali, ITV Afrique. Bye bye, bye bye, bye. Au revoir. Merci, monsieur le ministre. Merci.